Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser, je suis encore dans la voiture. Il y a beaucoup de neige aujourd'hui, donc il y a des orages. Et donc, ça me prend un certain temps pour rentrer après avoir déposé les enfants à l'école. Euh, je vais je vais arriver chez moi euh, dans 5 minutes. Et donc, je pourrai commencer avec le matériel, le tableau blanc pour commencer le cours. En attendant, on peut récapituler ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, je pense qu'on s'était arrêté sur. Donc, on avait étudié. J'ai mis là le tableau blanc qui doit normalement être disponible. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Je vois que 20 personnes le voient. Normalement, c'est bon. Euh, donc, on a vu cette question de la décidabilité de classes complètes de langages, les langages réguliers, les langages hors contexte, les langages contextuels. Et on avait vu on pouvait résumer cette question à est-ce que le langage ADFA, APDA, ALBA, est-ce que ce sont des langages euh, eux-mêmes décidables? Et par ADFA, on veut dire l'ensemble des paires MW tels que M est un DFA qui accepte W. Euh, on avait vu que chacun de ces langages-là était effectivement décidable, ce qui veut dire que euh, toute une classe entière de langages est décidable, c'est-à-dire tous les langages qui sont contextuels sont décidables. Pourquoi? Parce que les langages contextuels, leur définition, c'est que ce sont des langages qui peuvent être reconnus par une LBA. Or, on a dit que ALBA, c'est-à-dire le langage de l'ensemble des LBA avec des paires de machines qui est une LBA avec un input, une chaîne d'entrée W, euh, euh, cet ensemble-là lui-même est décidable. C'est-à-dire qu'on peut toujours donner une réponse. Alors, la petite astuce qu'on avait utilisée pour prouver ça, c'est que comme une LBA a un espace limité, il est possible de montrer qu'il y a un nombre de configurations limitées possibles, qui est très grand, mais peu importe, passer ce nombre de configurations, la machine de Turing qui simule la LBA peut dire on boucle indéfiniment avec certitude et donc rejeter. Donc il y a un moyen de contrôle. Bon, on avait fait le lien également avec les projets et donc on en était arrivé à la question qui est la question la plus intéressante, c'est qu'en est-il de ATM, c'est-à-dire de l'ensemble des paires MW, telles que M est une machine de Turing, ça c'est nouveau, qui accepte W. Alors, euh, la question c'est qu'en est-il de ce langage? Est-ce qu'il est décidable, évidemment? Mais la question que je vous ai posée, je pense, à la fin du dernier cours, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut relier ce problème-là à votre dernier projet, celui sur la machine de Turing. D'accord? Donc, euh, euh, donc je vous laisse 2 minutes si vous voulez prendre la parole ou écrire dans le chat le temps que j'arrive chez moi pour me dire, OK, quel est le lien entre ce langage-là et, et le projet? D'accord? Si on considère que votre projet en Java, là, le dernier, si on considère que vous avez effectivement créé un simulateur de machine de Turing, et si on considère aussi que votre programme lui-même peut être considéré comme une machine de Turing. D'accord? Donc, euh, donc, essayez de réfléchir à cette question. Quel est le lien entre les deux? Est-ce que votre programme a un rôle de recognizer? Est-ce que ça reconnaît un certain langage? Si oui, quel langage? Euh, Est-ce que c'est un décideur, etc. OK?
Donc, je vous donne 2 minutes pour réfléchir à cette question et essayer d'articuler ça le plus correctement possible. D'accord? Donc, ça va être un peu l'objet du prochain devoir à rendre. Je vous en parlerai demain, parce qu'il faut que je regarde. Je crois qu'on a cours demain matin, enfin demain après-midi pour vous. Euh, donc, il faut que je regarde au niveau des délais, etc., les dates limites, pour vous donner suffisamment de temps en fonction de là où on est dans le cours, pour que vous puissiez rédiger cet essai. Mais je vous parle de ça parce que le but de cet essai, c'est justement d'être capable de bien articuler tous ces concepts correctement. Voilà. Donc essayez d'articuler tout ça pour expliquer euh, qu'est-ce que ATM par rapport à votre
Ok. Est-ce que vous avez compris la question? Est-ce qu'il y a ou pas? Est-ce qu'il y a besoin de clarifier? Je vous écoute. Je remets le tableau blanc. Ok, donc, euh, en fait, on en a déjà parlé la dernière fois, puisque je vois que ici, on a évoqué cette question. Vous voyez là? D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un peut articuler ça? Votre programme, par rapport à un ATM, c'est quoi? C'est à minima un recognizer, d'accord? Parce que, parce que de fait, votre programme, il prend euh, une paire de MW, où M est une machine de Turing, d'accord, qui est encodée sous la forme d'un fichier, mais peu importe, on peut l'imaginer comme étant une chaîne de caractères, comme ça, d'accord? Plutôt comme ça. Et suivi d'une chaîne de caractères, par exemple ABAA. Euh, donc, il prend l'ensemble de ces deux choses-là, et votre programme, ensuite, va décider si oui ou non il accepte ou rejette. D'accord? Et donc, c'est effectivement bien un programme qui reconnaît ATM, puisque c'est exactement la définition d'un TM. Donc, il va pouvoir reconnaître si votre père est dans le langage ATM. Donc, en fait, vous avez, sans le savoir vraiment, euh, créé, en fait, en pensant votre programme comme un simulateur de machine de Turing, vous avez en fait créé un, un programme qui reconnaît ATM, c'est-à-dire qui reconnaît les, les, les chaînes de caractères dans ce langage-là. D'accord? Si on considère que ça, combiné avec ça, c'est en fait une grande chaîne de caractères. OK? Alors, il y a un nom spécial pour ça, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est vraiment un cas particulier, ce que vous avez créé. On appelle ça une machine de Turing universelle. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une machine de Turing universelle? Parce que tout simplement, vous avez créé un programme qui est équivalent à une machine de Turing qui est capable de simuler n'importe quelle autre machine de Turing. Donc, c'est ça ce que vous avez fait. Votre projet, vous avez en fait, c'est pas comme ça que je l'ai posé parce que c'était intéressant de le voir dans la progression DFA, PDA, machine de Turing. Mais en fait, il y a un nom particulier. Vous avez créé une machine de Turing universelle puisque c'est votre programme est une machine de Turing qui peut simuler n'importe quelle machine de Turing pour dire si une chaîne de caractères accepte ou pas. OK. Ma grande question, c'est
est-ce que c'est un décideur? Alors on a dit non, c'est pas un décideur, on a déjà répondu à cette question, pour la simple raison que, euh, bah en fait, il y a, enfin, l'une de vous l'avait dit la dernière fois, en fait, si, et puis il y a même un groupe qui a mis une limite à 100 000 itérations, parce qu'ils ont très bien vu qu'en fait, il est tout à fait possible de créer une machine de Turing qui boucle indéfiniment, ou en tout cas avec une certaine chaîne d'entrée, elle boucle indéfiniment. Et donc, on va pas accepter ou rejeter, on va boucler indéfiniment. Donc, c'est pas un décideur. Un décideur ne boucle jamais à l'infini. Il accepte toujours ou rejette. Toujours. Voilà, il s'arrête toujours. D'accord. OK. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on peut, et on s'était arrêté là, je pense, la dernière fois, c'est la question que je vous avais posée, est-ce qu'on peut transformer notre machine de Turing de sorte à ce qu'on ait un décideur? D'accord? Donc, on a vu qu'on pouvait faire ça avec une LBA. Avec le DFA, il n'y a pas besoin parce que vous aviez d'emblée un décideur. Le PDA, on pourrait dire qu'il y a besoin de peut-être de quelques ajustements pour en faire un décideur. Mais quid de la machine de Turing? Est-ce qu'on peut la transformer votre programme de sorte à ce que on puisse avoir moyen, en gros, la grande question c'est, est-ce qu'on a moyen de savoir qu'on est rentré dans une boucle infinie? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre intuition sur le sujet? Moi, je pense qu'on peut pas trop savoir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'on pourrait trouver un cycle, mais peut-être que ce cycle fait partie d'un cycle encore plus grand et se fait à l'infini. Et donc, en fait, le cycle pourrait être très 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 grand et on pourrait jamais tester tous les cycles qui existent. C'est ça. C'est une très bonne réponse. Et c'est dû à quoi? Comment est-ce que, en mathématiques, il y a quelques exemples euh, qui sont comme ça, où on peut, comment dire, on va pas pouvoir découvrir de patterns, de schémas qui se répètent à, à l'infini. Quel est le problème fondamental de la machine de Turing par rapport à la LBA? Le problème, c'est l'espace, c'est la mémoire, c'est la bande. Elle est infinie. Donc vous pouvez en fait, si vous voulez, vous pouvez être dans un cycle et repérer que vous êtes dans un cycle si vous revenez sur deux fois exactement la même configuration. Ça, c'est possible avec une machine de Turing. Mais le problème, c'est qu'une machine de Turing, il est possible de boucler à l'infini, d'être effectivement dans un cycle sans le... Donc c'est un peu différent de ce que vous disiez, mais je pense que c'est lié. Vous pouvez en fait être dans un cycle sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous pouvez très bien vous retrouver à chaque fois utiliser un peu plus de mémoire. Donc, vous ne revenez pas sur exactement la même configuration parce que vous utilisez la bande toujours un peu plus. Par exemple, si à chaque fois vous rajoutez un zéro. Alors, on peut dire, oui, mais quand on rajoute à chaque fois un zéro, on peut très bien repérer qu'on rajoute à chaque fois un zéro. Et donc, d'une certaine manière, on peut repérer, même si on utilise un nombre infini sur la bande, qu'on est sur un certain schéma cyclique. Et donc, il faudrait rejeter. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais il y a des cas où on ne peut même pas repérer, parce qu'il n'y a même pas de schéma. Donc, si vous avez que des zéros, très bien. Si vous avez 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 et que vous continuez d'utiliser de plus en plus la bande, vous voyez bien que vous ne revenez jamais sur la même configuration parce qu'à chaque fois, vous utilisez un peu plus. Pour revenir sur exactement la même configuration, il faut avoir comment dire, faut se mettre une limite dans la bande parce que, par exemple, une configuration, elle utilise un certain nombre de cellules dans la bande, mais elle n'utilise pas un nombre indéfini de cellules. D'accord? Faut qu'il y ait un certain nombre. Donc, effectivement, si vous avez 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, vous ne retombez jamais sur la même configuration, mais vous pouvez repérer un schéma. Pareil, si vous avez 0,1, 2, 3, 0,1, 2, 3, 0,1, 2, 3, et on peut imaginer plein de schémas comme ça. Mais il existe des cycles où vous n'avez aucun schéma. Est-ce que vous avez un exemple
en mathématiques comment dire, de construction infinie où il n'y a aucun schéma, aucun pattern, aucun, comment dire, modèle de répétition. Les irrationnels. L'itérationnel, oui. Alors, mais quel type d'itérationnel? Enfin, il faudrait un exemple concret d'un objet mathématique qui a comme ça on peut imaginer nombre 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Sauf que c'est pas 0, 1, 2, 3, c'est pas 0, 1, 0, 1, 0, 1, c'est pas 0, 0, 0, 0, c'est quelque chose qui a l'air d'être totalement aléatoire, mais qui ne l'est pas. Pi? Voilà, tout à fait. Pi, ouais, bravo. Donc la construction de pi, en fait, c'est une construction, euh, on pourrait dire que c'est un objet qui est typiquement non décidable. C'est-à-dire que vous allez être dans une boucle infinie pour le construire, et vous n'avez aucun moyen de savoir que vous êtes dans une boucle infinie. D'accord? Donc ça va être typiquement ce genre d'objet, pi, phi, i, et d'autres. euh, vont typiquement rentrer dans ce schéma. C'est-à-dire qu'on est effectivement dans une boucle infinie, mais on utilise à chaque fois plus sur la bande. Il y a bien, il y a bien une boucle, il y a bien derrière on va dire une logique. C'est-à-dire que le nombre pi, il existe, hein, il a une logique mathématique, mais il n'y a aucun moyen de reconnaître un schéma. Voilà. Donc, si vous êtes en train de calculer pi ou quelque chose comme ça, vous n'avez pas moyen de savoir, à moins que vous sachiez que vous calculiez pi, mais de l'intérieur, vous n'avez pas moyen de savoir, de dire, ah, là, je suis sur un schéma qui calcule ce nombre-là, pi, et donc je devrais m'arrêter parce que, ou je devrais accepter ou rejeter, peu importe. Donc voilà. Donc l'intuition, c'est que c'est pas possible. Alors, euh, si c'est pas possible de décider de transformer votre machine en décideur, alors première question, c'est est-ce que c'est possible de transformer votre machine en décideur? La deuxième question, c'est est-ce qu'il est possible de trouver une machine, bon, elle est liée, hein, mais est-ce qu'il est possible de trouver une machine qui décide ATM? Est-ce que ATM est décidable? D'accord? Euh, alors, s'il y en a une, il faut la construire. On l'a fait par exemple pour ALUA, ADFA, etc. Euh, vous ne l'avez pas construite parce qu'on a vu que la vôtre, ça ne fonctionnait pas. S'il n'y en a pas, il faut prouver qu'il n'y en a pas. Et ça, c'est un peu compliqué parce que pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué de prouver que ATM n'est pas décidable? On a déjà vu cette question auparavant. Pourquoi est-ce que c'est un peu compliqué? Je vais ouvrir une nouvelle page. Bah, c'est pas parce que on n'avait pas enfin, de définition précise. Du coup, comme on n'avait pas la définition précise, on ne pouvait pas utiliser sa définition pour prouver que ça n'existe pas. Tout à fait. Euh, effectivement, ce qu'on avait vu la dernière fois ou la fois d'avant, c'est que historiquement, on n'avait pas. Quand Hilbert a proposé parce que finalement, la question qu'il pose revient un peu à cette question-là. D'accord? C'est de savoir est-ce qu'il est possible de décider ATM? Est-ce qu'il est possible pour n'importe quel problème de trouver toujours un processus qui permet de décider une réponse à ce problème-là? Donc, c'est lié au théorème d'incomplétude de Gödel, c'est lié à toute une série de théorèmes qu'on appelle des théorèmes de limitation interne. Théorème, je ne sais plus comment on écrit théorème. De limitation des mathématiques. Euh, Ça, pour ceux qui s'orientent vers les métiers de l'enseignement en mathématiques, c'est fondamental. Alors, c'est pas fondamental dans le sens où vous allez l'apprendre à vos étudiants, encore que si vous enseignez plutôt au lycée ou en prépa, peut-être. Euh, mais c'est fondamental dans le sens où c'est quand même un point à avoir en tête quand vous enseignez les mathématiques. Euh, c'est l'idée que les mathématiques, au XXe siècle, ont réussi à démontrer leurs propres limitations. Et là, le théorème qu'on va voir maintenant
est au cœur de tout ça. Alors ça peut paraître un peu étrange parce qu'on a envie de dire, mais là on voit de l'informatique théorique, quel est le lien avec les limitations des mathématiques? En fait, c'est complètement lié. C'est complètement lié au point même que certains pourraient dire et argumenter que l'informatique théorique vient éclairer des aspects des mathématiques, ça j'en ai déjà parlé au début du cours, vient éclairer des aspects des mathématiques d'une façon unique que les mathématiques eux-mêmes ont du mal à faire d'une certaine manière. Enfin, le font pas aussi bien. D'accord? Et le concept de machine de Turing vient vraiment apporter une fondation remarquable à la question de la nature même des objets mathématiques et du système mathématique et des systèmes formels en général. Et à mon sens, même si c'est bien au-delà du contenu du programme de collège-lycée en mathématiques en France, c'est au-delà, oui, mais c'est toujours en filigrane, dans l'arrière-plan. Ça peut vraiment aider à avoir une approche des mathématiques euh, différente ou à le concevoir différemment. Et cette conception peut aider, à mon avis, même dans l'enseignement et dans la pédagogie. Bon, je ferme cette parenthèse. Euh, alors, oui, c'était compliqué. C'est compliqué parce que si on n'a pas le matériel. Mais maintenant, on a le matériel. Pour répondre à ce que vous venez de dire, on a le matériel. On peut dire, ben, OK, ATM est indécidable si et seulement si il n'existe pas. D'accord? Donc, ATM est indécidable. Je vais utiliser une autre couleur. Donc, on peut maintenant écrire des propositions comme ça. Décidable équivaut à il n'existe pas est une machine de Turing, mais toujours TM parce que c'est l'abréviation qu'on utilise tout le temps, qui décide ATM. Maintenant, comment dire, on a l'appareil conceptuel qui nous permet d'écrire ce genre de définition. D'accord? Donc, on peut plus dire, bah, on n'a pas ce qu'il faut, on a ce qu'il faut. Mais ça reste un problème compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi c'est plus compliqué que de prouver que c'est décidable? Que ALBA, par exemple, est décidable ou ADFA est décidable. Parce qu'on ne peut pas tester sur toutes les machines de Turing. Oui, pourquoi? Parce qu'il existe combien de machines de Turing? Une infinité. Tout à fait. On ne peut pas tester toutes les machines de Turing. Donc c'est un problème plus compliqué. On ne peut pas juste dire, ben voilà, j'ai trouvé une machine de Turing qui décide le problème, donc c'est décidable. Pour prouver que c'est indécidable, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait en mathématiques? On suppose que c'est décidable et on montre que c'est pas possible. Voilà, très bien, exactement. On suppose que c'est décidable. On va euh, supposer une hypothèse H0, ATM est décidable. Et si ATM est effectivement indécidable, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, si on part de cette supposition, d'accord, et qu'on déroule un certain nombre de conclusions à partir de cette supposition, à quoi on va arriver si ATM est effectivement indécidable? Qu'est-ce qui va se passer à un moment donné? Une contradiction. On va arriver à une contradiction. D'accord? Donc à la fin, on arrive à une contradiction si effectivement ATM est indécidable. Alors, cette preuve que je vais vous montrer maintenant, elle est pas si compliquée que ça, elle n'est pas si longue que ça. Elle est, à mon sens, vraiment au cœur de ce cours et au cœur vraiment des fondements mathématiques. Donc, elle est vraiment, vraiment importante. Donc, s'il y a une preuve que je vous demande de connaître et de savoir refaire, c'est celle-ci. Parce que vraiment, elle vaut le coup. Euh, parce que, en fait, elle est fondamentalement associée euh,
à la preuve la plus importante du XXe siècle, qui est une des preuves les plus importantes des mathématiques, qui est le théorème d'incomplétude de Gödel, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, de 1931, si je ne me trompe pas. Tout ça se passe à peu près dans la même... C'est dans un mouchoir de poche, hein. C'est vraiment... ça se passe entre 1928 et 1939, quoi, on peut dire, 10 ans. Euh, le théorème d'incomplétude de Gödel est assez compliqué à prouver, à voir, alors que là, en fait, on a construit tout un appareil conceptuel par le biais des machines de Turing qui fait que maintenant, ça va pas être très compliqué. Et pourtant, fondamentalement, les deux preuves sont, comment dire, on peut traduire d'un système, l'une des preuves peut être traduite d'un système dans l'autre. D'accord? Elles sont équivalentes. Elles sont complètement liées. Euh, donc c'est important. Ce qui est au cœur de cette preuve, c'est le principe de diagonalisation qui est aussi au cœur de la preuve d'incomplétude de Gödel. OK. Donc, on suppose que ATM est décidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il existe une machine de Turing. D'accord? On va l'appeler H. Parce que je l'appelle H parce que dans le livre, la démonstration qui est dans le livre, si je me souviens, page 172, quelque chose comme ça, euh, la démonstration, c'était un peu plus loin. La démonstration qui est dans le livre, elle utilise je vais utiliser juste les mêmes lettres. Elle utilise H également. Il existe H. H est une machine de Turing qui décide ATM. D'accord? On a un décideur. D'accord? Donc H est un décideur pour ATM. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous rentrez, donc en gros, c'est une version de votre programme Java, d'accord? Mais qui, cette fois-ci, arrive toujours à une décision, accepte ou rejette. OK. Ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de H, donc qui est une machine de Turing, d'accord? On va définir une autre machine de Turing. Euh, et ce que je vais faire, je me rends compte que ça peut être utile. Je vais encadrer avec un carré ce qui est une machine de Turing. Parce que comme on a un peu notre confusion entre langage et machine de Turing, c'est bien de bien les séparer. D'accord? Donc, là, dans ma terminologie, juste pour être un peu plus clair, à chaque fois que je parle d'une machine de Turing, je l'encadre. Par exemple, ATM n'est pas une machine de Turing, c'est un langage. D'accord? Donc, je ne l'encadre pas. Euh, et donc, je vais construire une machine de Turing euh, D, telle que... Alors, D, d'accord. C'est comme ça qu'on définit souvent les machines de Turing au niveau implémentation, d'accord. Donc je vais pas la définir, je vais pas faire avec les états, les transitions, etc. Mais on a vu par le passé que on pouvait très bien utiliser du pseudocode en gros. Euh, alors D, elle va en fait utiliser H pour fonctionner. Et ça aussi c'est tout à fait possible. On peut très bien, comme vous l'avez fait vous-même pour votre programme, vous utilisez une autre machine de Turing, vous simulez une autre machine de Turing pour votre machine de Turing. Euh, alors, D, ce qu'elle fait, ce qui est un peu particulier, c'est qu'elle prend une machine de Turing euh, en entrée, seulement une machine de Turing. Là, je le mets en anglais parce que c'est un peu plus simple. Euh, et elle va faire tourner H sur MM. Alors, ça, c'est un peu particulier, mais en soi, c'est pas un problème. C'est-à-dire qu'au lieu de faire tourner H sur M avec une chaîne d'entrée W, ABAA ou un ABBA, en fait, vous imaginez que D, en fait, vous imaginez que vous transformez votre programme, d'accord?
Vous pouvez imaginer D comme une transformation de votre programme où au lieu de rentrer un fichier et une chaîne d'entrée, vous outrepassez la partie où vous demandez à l'utilisateur de rentrer une chaîne d'entrée et à la place, vous-même automatiquement, vous copiez l'intégralité de la machine et vous mettez ça en chaîne d'entrée. D'accord? Alors c'est un peu particulier. Pourquoi? Parce que en gros, vous faites le test de voir est-ce que la machine de Turing accepte ou pas son propre encodage en chaîne d'entrée. Alors c'est un peu particulier parce que généralement ça n'a pas de sens. Enfin, dans la perspective qu'on a eue jusque-là, où on séparait complètement la machine et le langage, ça n'a pas de sens. Mais dans la perspective, par exemple, d'un compilateur ou d'un interpréteur de JVM, de Java Virtual Machine, c'est pas complètement idiot. En fait, ce qu'on demande, c'est est-ce que le programme lui-même est accepté. Donc, une machine qui accepterait sa propre encodage, c'est pas complètement idiot. Ça peut être, par exemple, justement un compilateur euh, qui vérifie si votre code Java ou votre code en C il est correct. Mais on peut imaginer si le compilateur lui-même est écrit en C, il va pouvoir aussi prendre son propre code et dire bah, mon propre code est correct. D'accord? Donc, c'est un peu bizarre de faire ça, mais en soi, c'est pas impossible. C'est pas, je veux dire, il n'y a pas de non-sens ici. D'accord? Vous me suivez? Donc en fait, vous allez faire tourner H, non pas sur MW, mais sur M, enfin MW, où W est égal à M, est égal à la chaîne elle-même. D'accord? Et encore une fois, ça revient simplement à transformer votre programme. Ça peut être fait de façon très concrète, hein. Vous transformez votre programme de sorte que, au lieu de rentrer la chaîne d'entrée, vous rentrez, en fait, vous vérifiez si la chaîne elle-même, le contenu du fichier texte lui-même, est accepté par la machine. Alors, dans les trois quarts du temps, dans les machines qu'on a vues, ça va être rejeté parce que le contenu de la machine n'est même pas dans l'alphabet. Mais vous pouvez imaginer, très bien, fabriquer une machine qui va accepter son propre encodage. Il n'y a pas de problème. En fait, il suffit de faire une machine de Turing qui accepte les machines de Turing. En fait, votre programme Java, d'une certaine manière, fait ça. Il accepte l'encodage. Donc, si votre programme lui-même était écrit comme une machine de Turing et que vous le rentriez dedans, il devrait fonctionner parce que normalement, il devrait accepter en tout cas la première partie de la machine de Turing. Bref, vous voyez l'idée. Comme H accepte ou rejette toujours, puisque H est un décideur, on va toujours avoir une réponse. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'envisager le cas de boucler indéfiniment. Donc, euh, si, euh, si H accepte, bah, D va non pas accepter mais rejeter, et inversement. Alors, on pourrait dire pourquoi, bah, on verra après pourquoi, mais pour le moment, on n'a pas besoin de dire pourquoi. Vous avez juste accepté que je construis cette machine-là, point. D'accord? Il y a pas de... Et en soi, là, il n'y a pas de contradiction. Tout ce qu'on dit, c'est on fait tourner H, notre décideur, sur euh, la paire M, donc M qui prend lui-même comme chaîne d'entrée. Si H accepte, rejette, si H rejette, accepte. Donc là, pareil, si vous imaginez que vous avez votre modification de votre programme, première modification, vous annulez la chaîne d'entrée et à la place, vous la remplacez automatiquement par le contenu de la machine de Turing. Et ensuite, à la fin, à chaque fois, si vous acceptez, vous changez en rejeté. Si vous rejetez, vous changez en accepté. D'accord? Tout simplement. Donc vous pouvez très bien imaginer une modification de votre propre programme qui permet de fabriquer des. Ce n'est pas un problème en soi. OK. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question c'est, alors déjà, c'est de bien remarquer que D maintenant ne prend plus qu'une machine de Turing, mais quand il n'y a plus besoin de chaîne d'entrée W, on a juste besoin de rentrer une machine de Turing. D'accord? Donc, W est tel que, euh, je vais le mettre dans une autre couleur parce que c'est pas vraiment, ça fait pas vraiment partie de la preuve. C'est juste pour illustrer l'idée. Vous rentrez
une machine de Turing quelconque dans D, d'accord? Et D va soit accepter, soit rejeter en fonction de ce que fait H, d'accord? Euh, donc, il y a D va faire tourner, va simuler H, et en fonction de ce que fait H, D va accepter ou rejeter. OK. Euh, Maintenant, euh, on arrive au bout. On arrive au bout parce que maintenant, on va poser la question, est-ce que D accepte elle-même? D'accord? Cette question est très importante parce que c'est elle qui va conduire à la contradiction. Est-ce que D accepte elle-même? D'accord? Donc, pareil, je vous ai dit, on met une machine quelconque M, mais vous pouvez très bien imaginer ici, d'accord? Ben, M, ça peut être M1, M2, M3. Il y a une infinité de machines de Turing, d'accord? Mn. Mais au milieu de toutes ces machines de Turing, ben, il y a D elle-même. D'accord? D est une machine de Turing. Elle est construite de façon totalement légitime comme une machine de Turing. On peut le voir simplement par le fait qu'une simple modification de votre programme Java construit des. D'accord? Et votre programme Java, il est Turing complete, donc on peut le transformer en machine de Turing, toujours. Donc on teste avec D. Donc on demande si D accepte D. Euh, eh bien, il y a deux possibilités. D'accord? La possibilité, le cas numéro un. Le cas numéro un, c'est oui, D accepte elle-même. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si D accepte elle-même? D'accord? Si D accepte D, on est dans quelle situation? Si D accepte elle-même, ça veut dire qu'on est dans ce cas, dans ce cas-là. D'accord? On est dans la configuration 3. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la conclusion que D accepte D. Donc, ça veut dire que euh, on est là, on accepte. Donc, ça veut dire que H rejette. H rejette quoi? H rejette M, M. Donc, si on est dans le cas où D accepte D, alors H rejette. Alors, pas M dans ce cas-là, puisque c'est D. D'accord? D, D. Alors, si H rejette D, D, ça veut dire que D, D n'appartient pas à ATM. D'accord? Si H rejette D, D, ça veut dire que D, D n'appartient pas à ATM. D'accord? Puisque H est un décideur pour ATM. Donc, ce qui implique que euh, si DD n'appartient pas à ATM, d'après la définition de ATM, d'accord? Donc D est une machine de Turing qui rejette D, d'après la définition de ATM. Ou en fait, pour être plus précis, puisque ici on dit l'ensemble est défini par l'acceptation qui n'accepte pas, ça c'est une machine, donc D n'accepte pas D, ce qui est en directe contradiction avec
avec ce qu'on a dit juste avant. Donc, si D accepte D, d'accord? Si D accepte D, alors D n'accepte pas D. OK? Voyons maintenant le cas numéro 2. Non. D rejette D. Si c'est le cas, on est dans ce cas-là. D'accord? Donc si D rejette D, alors H accepte Monsieur, D. Oui, allez-y. j'ai juste pas compris pourquoi vous avez rajouté la phrase D accepte, enfin la machine de Turing D accepte D, ce qui implique que la machine de Turing D n'accepte pas D. Alors, c'est juste là, vous voyez que là, on a une suite de conséquences. C'est-à-dire que D accepte D implique M, hein, implique ça, implique ça. D'accord? Donc ici, j'ai juste passé, j'ai juste dit que si ça implique et qui implique ça. D'accord? Donc en fait, de là, je vais à là, je vais là, je vais là, je vais là. Et ici, j'ai juste récapitulé. D'accord? Donc en fait, ce que j'ai fait, hein, c'est un raccourci logique. Si on a A implique B, implique C, implique D, on peut simplement résumer A implique D. D'accord? Donc, si ça porte à confusion, je l'enlève. D'accord? Mais ici, à chaque fois, quand je dis alors, c'est une implication. Donc, c'est juste une conséquence logique. Si D accepte D, alors H rejette D, D. Si H rejette D, D, alors D, D, par définition de H, n'est pas dans ATM. Et alors D est une machine learning qui n'accepte pas D. Donc D n'accepte pas D. D'accord? Pour juste. Là, je fais juste un raccourci de ce qui est dit juste avant. Donc, d'accord, là, donc j'ai une suite A implique B, implique C, implique D, implique E, donc A implique E. D'accord? Si je résume tout ça, on a donc, si je résume tout ça, on a donc D accepte D implique que D n'accepte pas D. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, c'est bon, merci. OK. Et donc ça, c'est une contradiction. OK. Euh, euh, OK. Maintenant, le cas numéro 2, si D rejette D, alors on est dans cette situation-là. Ça veut dire que H accepte D, D. Si H accepte D, D, alors D, D est bien dans ATM, ce qui implique que D accepte D. Donc, en conclusion, on peut dire ici que D rejette D implique que D accepte D. On a une contradiction dans les deux cas. En fait, pour que la contradiction soit complète, il faut vraiment voir les deux possibilités. Donc, quelles que soient les possibilités, quels que soient les cas de figure, on arrive à une contradiction. Donc, mon hypothèse est fausse. Mon hypothèse H0 est fausse. H0, c'était quoi? ATM est décidable. Conclusion, ATM est indécidable. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est à la fois pas très long et en même temps un peu alambiqué, hein, parce qu'on construit une machine de Turing qui fait un peu l'opposé de H et on construit une machine de Turing qui prend en entrée des machines de Turing qui vont se tester sur elles-mêmes. C'est un petit peu, comment dire, c'est un peu autoréférentiel. Mais toutes ces preuves de limitation
internes des théorèmes de limitation interne des mathématiques, elles sont toutes comme ça. D'accord? Elles procèdent toutes par ce principe d'autoréférence qu'on appelle, enfin, ce système de preuve, on appelle ça une diagonalisation. Alors, vous en avez plein d'épreuves par diagonalisation. Est-ce qu'on avait vu ensemble la preuve que... est-ce qu'on avait fait ça? À chaque fois, je ne sais plus. Est-ce qu'on avait étudié la cardinalité des ensembles infinis? Non, on n'avait pas fait ça. Non, on l'a pas fait. Parce que ça peut vraiment valoir le coup. Bon, donc à chaque fois dans une diagonalisation, donc dites-moi hein, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Dans une diagonalisation, euh, qui va arriver à une contradiction comme ça, vous allez toujours avoir une autoréférence et deux négations. Toujours. Alors ici, l'autoréférence, ça va être simplement ça. H qui est tourné sur MM. Là, il est là. La première négation, c'est... non, c'est l'inverse. C'est une négation et deux autoréférences. Je me suis trompé. Il y a toujours une négation et deux autoréférences. Donc vous avez la négation, elle est là. Accepte, rejette, rejette, accepte. Et les deux autoréférences, vous en avez une là et une là. D'accord? Donc en fait, vous avez toujours une négation, une autoréférence et une autre autoréférence. D'accord? Alors, la version la plus courte et la plus simple de cette situation paradoxale, elle a été donnée par le paradoxe de Russell. Euh, que vous avez peut-être déjà rencontré. Vous imaginez, donc le paradoxe de Russell, c'est de dire, on va définir S comme l'ensemble de tous les ensembles qui n'appartiennent pas à eux-mêmes. D'accord? Donc vous imaginez des ensembles, par exemple, 1, 2, 3, d'accord? N'appartient pas à lui-même. Il y a pas de... donc 1, 2, 3 est dans S. D'accord? Mais, euh, mais vous pouvez imaginer un ensemble K, je vais pas l'appeler K, je vais l'appeler X, qui contient 1, 2, 3 et X. Alors c'est un peu bizarre, hein, mais bon, on suppose que c'est possible. Dans ce cas-là, X n'appartient pas à S, puisque X se contient lui-même. Ok. La question qu'on peut poser, la question qu'on peut poser à partir de là, c'est est-ce que S appartient à lui-même? Alors, vous avez deux possibilités. Vous avez le cas 1, oui. Donc, si S appartient à lui-même, d'accord? Par définition de S, S n'appartient pas à S, puisque S est tous les ensembles qui ne s'appartiennent pas à eux-mêmes. Dans ce cas-là, S n'appartient pas. Et si vous dites non, S n'appartient pas à lui-même, bah, par définition de euh, S appartient à S. Donc si, en gros, hein, si je résume, euh, si S appartient à S, alors S n'appartient pas à S, et si S n'appartient pas à S, alors S appartient à S. D'accord? Pour créer une situation paradoxale par le simple fait que vous autorisez un ensemble à s'appartenir à lui-même. Donc ça veut dire que cette hypothèse-là, elle est problématique. Bon, on ne va pas aller dans les détails, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que ici aussi, vous avez
deux autoréférences et une négation. D'accord? La négation, elle est là. Vous avez une première autoréférence qui est là. Et vous avez une deuxième qui est là. Donc ici, j'aurais pas dû utiliser S, en fait, j'aurais dû utiliser X, parce que ça porte un peu à confusion. C'est l'ensemble de tous les X tels que X n'appartient pas à X. D'accord? C'est mieux comme ça. Donc vous avez effectivement une première autoréférence ici, une deuxième ici. Et vous avez une négation. Vous aurez toujours ce système-là, et à chaque fois, on arrive à une contradiction par ce principe qu'on appelle diagonalisation. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur la preuve ici? Donc la conclusion, c'est qu'ATM n'est pas décidable. Donc, ça veut dire que dans mon schéma là, que maintenant vous commencez à bien connaître, euh, ça veut dire qu'on a quoi comme situation? On a bien, si ça c'est les langages qui sont Turing recognizable, d'accord? On a l'ensemble decidable. Je le mets en pointillé parce qu'il n'y a pas vraiment de définition de modèle qui contient exactement tout ce qui est décidable. D'accord? Donc ça, c'est CSL, hein, CFL, etc. Eh bien, où est-ce qu'on place ATM alors? ATM, on le place là. Il est en dehors du décidable. D'accord? Il est en dehors du décidable. Donc ça veut dire que, pas de regret, votre programme n'aurait pas pu être changé. Effectivement, là, on a la preuve de ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a pas possibilité de changer votre programme de sorte à ce que vous le transformiez en un décideur. En fait, c'est pas simplement technologiquement impossible, c'est pas simplement compliqué, c'est pas simplement qu'on n'a pas encore trouvé la solution, c'est, comme on vient de le prouver, simplement impossible, par définition. D'accord? Donc c'est une limitation donnée par les mathématiques, donnée mathématiquement au calcul informatique. C'est quand même remarquable, parce qu'on a souvent tendance à penser l'informatique comme étant un horizon illimité. D'une certaine manière, ça l'est, mais un horizon illimité qui dépend simplement du progrès technologique et éventuellement même du progrès algorithmique, informatique. Ben là, non. Là, non. On dit simplement, non, ATM, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est indécidable. Alors, ATM en soi, ça peut pas forcément beaucoup parler, parce qu'on se dit, bon, c'est pas un. Ok, c'est un langage, on voit bien qu'il y a une autoréférence et on ne voit pas forcément directement l'utilisation informatique qu'on pourrait avoir de ce langage-là. Euh, mais, euh, mais à partir d'ATM, on peut. Alors la question, c'est est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que on va pas refaire cette preuve à chaque fois. Cette preuve, elle est quand même particulière à ATM. C'est vraiment la configuration de ce langage-là, puisqu'on a vu que on l'a fabriqué un petit peu par extension depuis ADFA, APDA, LBA, ATM, d'accord? Mais est-ce qu'il existe d'autres langages du coup? Alors oui, il en existe une infinité. On ne va pas refaire la démonstration. La façon dont on peut prouver que d'autres langages sont indécidables, c'est simplement en montrant qu'ils peuvent se réduire, ces langages-là, à ATM. Donc il y a cette notion de réduction. Je ne vais pas aller trop dessus, mais je vais vous montrer un autre langage qui, lui, est plus intéressant et un petit peu plus percutant du point de vue informatique, qu'on appelle le halting problem. Et en fait, c'est lui qui est plutôt la réponse au programme de Hilbert. D'accord? C'est lui qui est plutôt la réponse. Halt TM, c'est l'ensemble, donc pareil, hein, MW, tel que M s'arrête sur W, sur la chaîne d'entrée W. Ok. Donc en anglais, peut-être ça aurait été mieux. Halt, c'est le terme technique, hein. En français, s'arrête. C'est le problème de l'arrêt d'une machine de Turing. Le problème de l'arrêt d'une machine de Turing, euh, c'est le problème le plus connu du monde de l'informatique théorique, parce que celui-là, il est un peu plus percutant quand même. C'est de dire, est-ce qu'il est possible
de trouver un moyen de vérifier que pour n'importe quelle chaîne d'entrée, eh bien, on peut décider si oui ou non la machine, le programme va s'arrêter. D'accord? C'est un peu le problème qu'on aurait voulu résoudre. C'est le problème que le groupe qui a mis une limite à 100 000 itérations aurait voulu résoudre. D'accord? C'est est-ce qu'il est possible de vérifier qu'on est en fait rentré dans une boucle et infinie? Alors vous vous doutez que la réponse, elle est non. Mais on peut prouver ça rigoureusement. Pareil, en partant de l'hypothèse H0, d'accord, il est de dire alt tm est décidable. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Alors, si c'est le cas, il existe un décideur. Euh, je vais changer de nom. Je vais l'appeler K. Décide alt tm. Alors, comment est-ce qu'on va opérer notre principe de réduction? Eh ben, on va simplement construire une autre machine. On va construire une autre machine. Justement, je vais l'appeler H exprès. Et je vais dire H on input MW. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, run run K on MW. D'accord? Euh, donc, puisqu'on a un décideur pour Alt-TM, on va maintenant pouvoir savoir si M s'arrête sur W. D'accord? Euh, donc, if K accepts, ça veut dire que ça s'arrête sur MW. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Run M en W. Donc, vous prenez la machine elle-même et vous la simulez, puisque si K accepte, ça veut dire qu'on sait déjà que la machine va s'arrêter. D'accord? On a l'information, hein, parce que K, encore une fois, c'est un décideur de halt TM. D'accord? Euh, otherwise, donc si K rejette, alors vous savez que votre programme ne s'arrête pas. Euh, alors, j'aurais dû dire ici run M on W et if M accept, OK. If M reject, on renvoie juste la réponse de M, hein, comme fait votre programme. Reject. Et si otherwise, si K n'accepte pas, alors, je manque un peu d'espace là. Si K n'accepte pas, alors on sait qu'on boucle indéfiniment. Tout simplement, on rejette, puisqu'on boucle indéfiniment. On a l'information. Donc, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez créé un H qui décide ATM. Excusez-moi, je passe du français à l'anglais, c'est pas très correct. Euh, vous avez créé un, décideur pour ATM. Or, ATM est indécidable. Donc, contradiction. Donc, l'hypothèse H0 est fausse. D'accord? Donc, ce qui veut dire que alt TM est aussi indécidable. Ok. C'est ça le principe de réduction. Vous pouvez prouver plein d'autres problèmes comme ça. En fait, on peut prouver, il y a un théorème de Rice qui prouve qu'en fait, n'importe quelle propriété, n'importe quelle
programme qui pourrait déterminer une propriété générale sur des machines de Turing est indécidable. OK? Euh, mais là, pour le moment, voir ces deux-là suffit. Ce problème-là de l'arrêt d'une machine de Turing a eu beaucoup plus d'impact parce que là, on voit, OK, il est impossible de savoir en général pour n'importe quel programme avec une certaine chaîne d'entrée si ce programme-là va s'arrêter ou pas. OK? Euh, donc, il existe en fait une infinité de problèmes qui sont indécidables, mais qui sont tous d'une certaine manière rattachés au problème fondamental de ATM. OK? Donc ça, c'est ce qu'on appelle le problème. Il a un nom, on appelle ça le halting problem, ou en français, le problème de l'arrêt d'une machine de Turing. OK. OK. Question par rapport à ça? Donc, voilà, c'est un problème très connu dans le monde de l'informatique parce que c'est une limitation très concrète. Euh, et donc, ça a quand même des applications concrètes, parce que même si un résultat théorique, si votre patron vous demande de construire un programme qui me permet de vérifier si pour si n'importe quel programme se met à tourner indéfiniment en boucle, vous pouvez simplement lui répondre, c'est pas possible. Voilà, c'est juste techniquement, c'est pas techniquement, c'est juste mathématiquement impossible. OK. Euh, OK. Je regarde l'heure. On arrive au bout. Euh, la question je vais rapidement évoquer cette question-là parce qu'on est sur le sujet de la démonstration, de la diagonalisation. Une question qui se pose, c'est de savoir est-ce qu'il existe ou non des langages qui sont au-delà du Turing Recognizable. D'accord? Ça, c'est une question qui vient naturellement, puisqu'on a vu donc il y a des langages qui sont indécidables, mais ce sont quand même des langages recognizable. OK? Pourquoi est-ce qu'on peut dire que ATM et HaltTM sont tous les deux des langages recognizable? Parce qu'on a une machine de Turing qui les reconnaît. De fait, votre programme Java, encore une fois, est un reconnaisseur pour ATM. C'est juste pas un décideur. Mais pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un reconnaisseur? Parce que tout simplement, effectivement, quand on rentre, d'accord, si vous rentrez dans votre programme euh, une machine de Turing, d'accord, qui est correctement définie avec une chaîne d'entrée qui est acceptée par la machine de Turing, alors votre programme va répondre accepté, toujours. D'accord? Pour dire que ce ne soit pas un reconnaisseur, il faudrait que même dans le cas des chaînes qui sont dans le langage, votre programme ne soit pas capable de répondre, dans certains cas. D'accord? Mais votre programme, il est toujours capable de répondre pour les chaînes du langage, toujours. Il n'est juste pas capable de répondre pour celles qui sont en dehors, parfois. D'accord? Il n'est pas capable de savoir qu'il boucle indéfiniment. C'est tout. OK? Donc, on a bien un recognizer. D'accord? Vous êtes bien dans un langage qui est Turing Recognizable. La question, c'est est-ce qu'il existe des langages qui sont en dehors du Turing Recognizable? Alors, avant d'essayer d'identifier certains langages qui seraient en dehors du Turing Recognizable, on peut simplement se poser la question de savoir si de fait, il y a forcément plus de langages que de machines. Parce que vous êtes d'accord qu'une machine reconnaît seulement un seul langage. D'accord? Donc, si vous regardez l'ensemble des automates, d'accord? Et vous avez en face l'ensemble des langages.
un automate va toujours reconnaître au plus un langage. D'accord? Bah, il reconnaît toujours exactement un langage. Alors, c'est possible que plusieurs automates reconnaissent le même langage. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous avez plus de langages que d'automates, d'accord? Si on se retrouve dans une configuration où on a objectivement beaucoup plus de langages que d'automates, alors il existera forcément des langages qui n'ont pas d'automates, qui n'ont pas de machines qui le reconnaissent. D'accord? Alors, quelle est la difficulté pour prouver qu'il existe plus de langages que d'automates? C'est que ce sont des ensembles infinis. D'accord? Les deux sont infinis. Donc, quand je trace des cercles comme ça, je porte un peu à confusion. Mais parce qu'on a l'impression que c'est fini. Mais en fait, ce sont des ensembles infinis. Donc, ça, ce serait les Turing Recognizable, ceux qui sont. Et ça, ce serait en dehors. D'accord? Donc, on a cet ensemble très, très large de tous les langages et on voudrait le comparer à l'ensemble de toutes les machines. Et de fait, on peut prouver qu'en fait, il y a un ensemble qui est plus grand que l'autre. Alors, comment est-ce qu'on peut prouver ça? Ça revient à la preuve que, je ne sais pas si vous avez vu ça en cours, la preuve que la cardinalité de R et la cardinalité de N sont différents. On doit ça à Cantor, 19e siècle, qui a comparé les ensembles infinis et qui a découvert par là des ordinaux transfinis. Aleph 0, Aleph 1, Aleph 2. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, j'ai pas beaucoup de temps pour le présenter, mais l'idée, c'est de dire, ben, en fait, pour les ensembles de cardinalité infinis, alors, évidemment, les ensembles finis, on peut les comparer, on peut dire là, il y a 3 éléments, il y a 4 éléments, 4, c'est plus grand que 3, mais ces ensembles-là, on ne peut pas les compter, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer deux ensembles qu'on ne peut pas compter en termes de taille? Eh bien, le système, c'est de simplement prendre des éléments un à un. Donc, vous imaginez, vous avez deux sacs de billes, d'accord, et vous le donnez à un enfant de 3 ans qui ne sait pas compter. Il y en a un qui a 30 billes, l'autre qui a 32 billes, d'accord, et vous devez trouver une technique pour que l'enfant, sans savoir compter jusqu'à 30, puisse vérifier par une mécanique qu'il y a un sac qui a plus de billes que l'autre. Bah, tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous lui demandez d'enlever les billes une par une à la fois. Et à la fin, il y a un sac dans lequel il n'y aura plus rien et un sac dans lequel il y aura 2 billes restantes. Donc, il pourra dire, bah, ce sac-là, il en avait plus. OK? Tout simplement. Alors, la question, c'est, on peut comparer des ensembles infinis comme ça, en fait, en disant, bah, on ne peut pas les compter parce que c'est infini, mais on peut trouver peut-être une méthode qui permet de raccrocher, d'accord, à chaque élément de l'un, un élément de l'autre. D'accord? Alors, vous pouvez faire ça, par exemple, entre n et z. Si vous prenez l'ensemble n, 0, 1, 2, 3, etc. Et z. Non, z, c'est pas comme ça. Comme ça. Alors, le problème, c'est que si vous dites, bah, je vais associer à 0, 1, z, c'est l'ensemble des entiers. D'accord? Euh, on va zapper le 0 pour le moment. Si vous faites ça, vous allez louper tous les négatifs. D'accord? Alors, la technique, c'est de dire, ben, au lieu d'associer 1 à 2 à 2, 3 à 3, ce que vous pouvez faire, c'est simplement associer 1 à moins 1, 2 à 1, 3 à moins 2, 4 à 2, pardon, etc. Et si vous faites ça, ben, vous avez pour chaque naturel un entier. D'accord? OK. Donc, là, on est au bout. Ce que je vous demande, c'est de réfléchir à la question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'ensemble des rationnels? Est-ce qu'on peut faire ce rapprochement 1 à 1? Et de réfléchir aussi à la question, est-ce qu'on peut faire la même chose avec l'ensemble des réels? D'accord? Donc, si on peut faire la même chose avec les deux, ça veut dire que la cardinalité des deux est égale. Ça veut dire que les deux ensembles sont équivalents. Même si on écrit généralement ça,
c'est vrai dans un sens. Alors, on a l'impression que Z est plus grand que N, mais encore une fois, c'est un ensemble infini. Donc, cette histoire de cercle est complètement à côté. C'est pas vraiment des cercles, d'accord? Ce sont des ensembles infinis. Donc, quand on dit que tous les N est inclus dans Z, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que N est plus petit que Z. Et la preuve, c'est que non. C'est que je peux trouver une méthode pour montrer qu'en fait, N et Z ont la même taille. Parce que pour chaque N, je peux associer un Z. Et pour chaque Z, je peux associer un N. D'accord? On a une bijection entre les deux. Ok, je vous laisse avec ça. Essayez de voir s'il y a une bijection avec Q et avec R. Ok? Pour demain. Et demain, je vous promets de venir avec. Enfin, d'ici demain, je vous envoie un email avec toutes les dates limites, tout ça clarifié pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises. Je vous remercie pour votre attention et donc on se voit demain 16h30. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.